Bonjour à tous. Quel que soit le régime matrimonial choisi pour encadrer les effets du mariage, il existe certaines règles auxquelles les époux ne peuvent déroger. Ces règles d'application impérative composent le régime primaire. L'objet de cette vidéo sera de vous les présenter. En premier lieu, la contribution aux charges du mariage. Nous allons en parler ensemble. Les charges du mariage peuvent être définies comme toutes les dépenses nécessaires aux besoins de la vie familiale. Il s'agit des dépenses relatives au train de vie. Alors, cela peut être l'entretien du ménage ou encore l'éducation des enfants. Lorsque le contrat de mariage ne règle pas la contribution de chacun des époux aux charges du mariage, ils y contribueront à proportion de leurs facultés respectives. Pour l'appréciation des facultés de chacun des époux, il sera pris en compte les revenus et le capital de chacun. La contribution aux charges de la famille peut également revêtir le travail au foyer ou encore la collaboration professionnelle du conjoint. En second lieu, nous allons voir ensemble les dettes des époux. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation de leurs enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Pour que la solidarité s'applique entre les époux, les dettes doivent être consenties pendant le mariage. Au-delà des dettes ménagères telles que la nourriture, l'habillement ou bien encore le loyer, les époux sont solidaires des dettes fiscales. J'entends par dette fiscale l'impôt sur le revenu, la taxe foncière ou encore l'ISF. La solidarité pourra en revanche être écartée pour les dépenses manifestement excessives, eu égard aux facultés du ménage. De même, les achats à tempérament sont exclus du principe de solidarité. Concernant le cas particulier de l'emprunt, afin que le principe de solidarité s'applique, les deux conditions suivantes doivent être remplies. Premièrement, les époux doivent tous deux avoir consenti au prêt. Et enfin, deuxièmement, le prêt doit avoir pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Nous allons maintenant parler de la protection du logement de la famille. Le législateur a prévu un statut de protection particulier pour le logement qui constitue la résidence de la famille. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre vendre, donner ou encore constituer une hypothèque alors même que le bien serait un bien propre de l'un des époux. Celui qui n'aurait pas donné son consentement pourrait demander l'annulation de l'acte. Si le logement de la famille est en location, le droit au bail du bien est réputé appartenir aux deux époux, même si le bail a été conclu avant le mariage. Il est également possible de consentir seul un bail, même en procédure de divorce. En revanche, un des époux pourra agir seul dans certaines situations, telles que pour prendre des dispositions pour cause de mort, telles qu'un testament, une vente avec réserve d'usufruit, qui bénéficierait bien sûr au conjoint, pour que sa vie durant, le conjoint puisse vivre dans le bien. Ou enfin, réaliser une déclaration notariée d'incessabilité dans le cadre d'un entrepreneur individuel. Nous allons parler maintenant de l'autonomie bancaire des époux. Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte de dépôt ou tout compte de titre en son nom personnel. Il s'agit d'une présomption de pouvoir. Le dépositaire n'a donc pas de justificatif à demander concernant le régime matrimonial de son client. En revanche, ce n'est pas une présomption de propriété. Le titulaire du compte n'est pas forcément propriétaire des fonds en tout ou partie. À la dissolution du mariage, que ce soit par divorce ou par décès, il convient d'effectuer une distinction en fonction du régime matrimonial adopté. Premièrement, en cas de régime communautaire, les sommes et les valeurs déposées font partie intégrante de la masse de calcul à partager, sauf preuve contraire de leur caractère propre. En cas de régime séparatiste, les fonds et titres en dépôt appartiennent aux ex-époux indivisément, chacun pour moitié, sauf preuve contraire conventionnellement établie.
Une fois la dissolution du régime effectuée, les époux titulaires du compte conservent l'entière liberté de gestion du compte. Nous allons maintenant parler du principe de gestion concurrente des biens meubles. En effet, pendant le mariage, les époux peuvent accomplir seuls un acte portant sur des biens mobiliers qu'ils détiennent individuellement sans avoir à justifier de son régime matrimonial. Il existe donc une présomption de pouvoir, là encore, des deux époux sur les biens meubles, y compris sur toutes les valeurs mobilières sans distinction entre titres nominatifs ou encore au porteur. Nous allons voir pour finir les aides aux situations de crise. Il s'agit de mécanismes judiciaires permettant de pallier les conséquences d'un désaccord entre les époux ou encore de la défaillance de l'un d'entre eux. Premièrement, le mandat. Un époux peut donner mandat à l'autre pour le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il pourra, en revanche, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. L'autorisation judiciaire ponctuelle. Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement des deux époux aurait été nécessaire. Si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté, ou encore si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. Nous allons maintenant parler de l'autorisation judiciaire de représentation. Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par la justice à le représenter d'une manière générale ou alors encore pour certains actes de la vie quotidienne dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Nous allons parler maintenant de la gestion d'affaires. L'époux, à savoir le gérant, peut alors s'immiscer dans la gestion de l'époux défaillant, à savoir le géré, en vue de l'accomplissement d'un acte utile. Attention, si la gestion d'affaires est plus souple que l'habilitation ou encore l'autorisation judiciaire que nous avons vue précédemment, elle peut faire l'objet d'une contestation relative aux actes de disposition, tels que la vente par exemple. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller afin d'affiner, si besoin, votre régime matrimonial. Merci de votre attention, à bientôt.